Cette nuit aurait dû être comme les autres, arrivée à la maison après une longue journée de travail, fatiguée, mais soulagée de pouvoir enfin se reposer. Mais en franchissant la porte, je suis tombée sur une scène qui m'a laissée paralysée. L'entrée était grande ouverte, et au milieu du couloir, 2 énormes valises, comme on n'en utilise pas pour une visite rapide. L'un d'eux arborait un autocollant rose en forme de cœur, comme pour masquer l'invasion d'une touche de douceur. Appuyée contre la balustrade, avec un sourire qui semblait être un défi, se trouvait ma belle-sœur, la sœur de mon mari. Elle m'a regardée avec une expression qui disait tout, elle savait que je n'aimerais pas ça, et elle s'en fichait. Sans me laisser le temps de réagir, il dit avec le plus grand naturel du monde, « Ah, nous y sommes. Ma mère m'a déjà dit que tu allais payer les études universitaires de ma fille. » Derrière elle, une adolescente de 18 ans, avec un sac à la mode sur l'épaule et l'air de quelqu'un qui n'était pas du tout gêné par la situation, ne lui a même pas dit bonjour. Elle baissa simplement les yeux sur son téléphone portable, comme si ce n'était pas uniquement à propos d'elle. De mon côté, je me tenais fermement à la sangle de mon sac, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. « Attends, quoi ?» C'était tout ce que je pouvais balbutier alors que j'essayais de garder ma voix ferme. Ma belle-sœur est passée devant moi comme si les lieux lui appartenaient, traînant ses sacs à l'intérieur avec un fracas assourdissant. Il parlait rapidement, comme quelqu'un qui avait déjà tout décidé, « C'est vrai. Ma mère a dit que tu as de l'argent, que tu peux aider. L'université coûte cher, mais c'est une question de l'avenir de ma fille. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. » Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le grincement des roulettes des valises sur le sol. Je l'ai regardé, puis sa nièce, qui ne m'a même pas montré de gratitude, son regard exprimait au contraire une supériorité irritante, comme si je devais vraiment m'incliner devant cela. Des souvenirs refont surface, la belle-mère, essayant toujours d'imposer ses règles, comme si le salaire de mon mari était un fonds familial dont elle et sa fille avaient droit à une part. Mais aller jusqu'à exiger que je paie les études d'un étranger? C'était trop. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir mon indignation, et j'ai demandé avec un calme glacial, « Depuis quand avons-nous décidé cela? Pourquoi suis-je le dernier informé, et avec mes sacs à la porte ?» Elle a levé les yeux au ciel, comme si je faisais toute une histoire avec rien. « Ah, arrête ça. Tu as de l'argent, ça ne fait pas de mal d'aider les gens du commun. En plus, ma mère a dit que tu ne refuserais pas. » La jeune fille, visiblement gênée, bougeait d'un pied sur l'autre, mais la mère faisait comme si tout était parfaitement normal, comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Je me sentais piégée. La situation était absurde, mais il se comportait comme si tout était déjà résolu. Comme si je n'avais pas de voix. Alors que j'étais assis dans le salon, essayant toujours d'absorber le théâtre, la porte s'est à nouveau ouverte. Ma belle-sœur entra la tête haute, comme si elle était l'hôtesse, suivie de sa fille qui traînait avec effort 2 énormes valises. La jeune fille, grande et mince, avait un air à la fois naïf et fatigué. Il était évident qu'elle se sentait mal à l'aise, mais elle n'eut pas le courage de contredire sa mère qui, sans ôter son manteau, se dirigea droit vers le centre de la pièce. « Bien, » dit la belle-sœur en frappant dans ses mains comme pour conclure une affaire. « Ma mère a été claire, vous devez aider. L'université est une affaire sérieuse et vous pouvez vous le permettre. Maintenant que vous êtes seul à la maison, vos dépenses sont minimes. Pour notre famille, c'est une opportunité. Vous n'allez pas dire non, n'est-ce pas? » Ces mots, « tu dois », font mal comme un coup de poing. Depuis le décès de mon mari, sa sœur n'a jamais manqué une occasion d'exiger quelque chose, d'abord des choses de son bureau, puis une partie de l'héritage et maintenant les études de sa fille. Je serrai les poings, luttant pour garder mon sang-froid. « Attends une minute, » répondis-je lentement. « Qu'est-ce qui te fait penser que je dois payer pour ça? C'est ta fille, ta décision. Je ne dois rien à personne. » Elle se tourna vers moi avec un regard flétri. « Tu as dit toi-même que tu voulais aider ta famille. N'est-ce pas un bon investissement, l'université? Ma mère a dit que tu n'avais pas de problème d'argent. Tu as toujours tout, et nous ?» Sa voix s'est élevée, presque un cri. J'ai regardé la nièce. Elle baissa les yeux, gênée, comme si elle voulait disparaître de là. Je me sentais désolée pour elle,
mais je savais que la compassion ne pouvait pas se transformer en obligation. Quelque chose en moi se rebellait contre cette arrogance, contre l'idée qu'il pouvait décider à ma place. J'aide quand je peux, ai-je déclaré fermement. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez me transférer vos responsabilités. L'université est votre problème, pas le mien. Le silence qui tomba fut perçant. Ma belle-sœur se mordait la lèvre, les yeux pétillants de colère, la jeune fille s'éloigna, souhaitant clairement être ailleurs, et moi, sentant le sol se raffermir sous mes pieds. Une ligne avait été tracée, invisible mais insurmontable. Personne d'autre ne franchirait cette frontière sans mon consentement. Dès l'instant où elle y a mis les pieds, la tension s'est emparée de la maison. Les valises dans le couloir semblaient être une barrière entre moi et la vie paisible que je connaissais. La nièce restait silencieuse, visiblement mal à l'aise, mais la mère agissait comme si tout était le plus naturel du monde. À l'heure du dîner, elle a commencé à parler, sans aucune cérémonie, des universités qui conviendraient le mieux à sa fille, sans même me demander si j'étais d'accord avec l'idée ou si j'étais prêt à payer pour cela. J'ai parlé de mon devoir, de la façon dont la famille devait se soutenir mutuellement, comme si cela signifiait que je devais payer toutes les dépenses. Je me suis assis là, sentant mon visage brûler. Chaque argument sonnait comme une accusation, que j'avais un travail, que je vivais seule dans ma propre maison, que je n'avais pas d'enfant et que, par conséquent, mon argent n'avait pas de meilleure destination. Au début, j'ai essayé de me contrôler, en proposant une conversation calme. Mais son attitude de plus en plus agressive me faisait mal. La nièce évitait mon regard en picorant dans son assiette, mais sa mère ne s'arrêtait pas. Ma mère a déjà dit, tu vas payer, et c'est tout. Nous avons déjà décidé. Mon cœur battait à tout rompre, ma poitrine était lourde. Je savais que si je restais silencieux à ce moment-là, ce serait le début d'une série interminable d'exigences et de manipulations. Ils étaient arrivés convaincus que je devais les soutenir, et si je ne mettais pas un terme à cette histoire, les choses ne feraient qu'empirer. Mais ça faisait mal. Cela faisait mal de voir le regard perdu de la jeune fille, qui ne supportait clairement pas cette attitude, mais n'avait pas la force de faire face à sa mère. Le soir même, la famille s'est à nouveau réunie dans le salon. Ma belle-sœur avait une expression aigre, la fille me regardait tantôt vers le sol, et la belle-mère, les bras croisés, prête à lancer une énième accusation. Mais j'étais préparée. Il y avait des documents, des relevés bancaires, tout était organisé sur la table. Je savais qu'ils essaieraient à nouveau de me culpabiliser, et cette fois je n'allais pas reculer. Voici tout, dit-il en étalant les journaux. Je travaille, je m'efforce, je fais vivre mon foyer. Mais payer les études universitaires de votre fille? Ce n'est pas mon obligation. Le silence qui suivit fut éloquent. Ma belle-sœur rougit, la belle-mère ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots. C'est alors que mon mari, qui jusqu'alors avait tout observé en silence, se leva et dit d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion, « Ça suffit. Ma femme a raison. Nous ne sommes pas un distributeur automatique, a-t-il déclaré avec une fermeté qui résonnait comme un verdict. Chacun a sa vie, ses enfants, ses responsabilités. Ces mots étaient le bouclier dont j'avais désespérément besoin, la protection qui me manquait depuis si longtemps. Un poids immense s'est effondré en moi, comme si l'air recirculait soudain après des années d'étouffement. La belle-mère tentait encore de protester, ses lèvres tremblantes formant des arguments qui moururent avant de gagner de la voix. Mais mon mari l'interrompit d'un geste sec et tranchant comme une lame. Si vous avez promis de payer, faites-le vous-même. Nous ne paierons pas pour cela. Il n'y avait pas de place pour une réponse. Il n'y a pas eu de négociation. Ces mots, prononcés avec un calme glacial, étaient la chute qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Cette nuit-là, la belle-sœur fit ses valises en silence, les yeux baissés, les mains tremblantes. Je n'ai pas dit un mot en partant, ni un au revoir, ni une insulte, ni des excuses. Seule sa fille, la voix à peine audible, s'est approchée de moi avant de franchir la porte. Merci, d'avoir été honnête. De ne pas m'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. Un merci qui faisait plus mal que n'importe quelle accusation, car il véhiculait la conscience qu'au fond, elle avait toujours su que ses promesses étaient fragiles comme du verre. Lorsque la porte se referma derrière eux, quelque chose changea à l'intérieur de la maison.
Ce n'était pas seulement le silence qui restait, c'était une véritable paix, de celle qui s'installe dans les os. Pour la première fois depuis des années, ma maison n'appartenait qu'à nous. Et pour la première fois, j'ai respiré sans avoir l'impression de voler l'air de quelqu'un.